Voilà. On va donc commencer cette conférence. Alors, je vais juste vous faire un petit topo sur ma pratique pour que vous puissiez contextualiser. Je suis hypnothérapeute et praticienne EFT, Emotional Freedom Technique, c'est-à-dire que c'est une technique de gestion émotionnelle. C'est vendu comme une technique de gestion émotionnelle. À mon sens, c'est un outil plus profond et plus complexe que ça. Euh, les techniques que j'ai approfondies par l'EFT sont tout à fait transposables à l'hypnose. C'est ce que je vous disais en aparté tout à l'heure. Euh, il s'agit de regard et de décomposition du trauma, c'est-à-dire une certaine vision de la décomposition du trauma qu'on peut, qu'on peut tout à fait transposer à l'hypnose, à l'EFT, à l'EMDR et aux autres techniques de gestion émotionnelle ou cognitive même. Donc, la question de la violence sexuelle, pourquoi est-ce qu'on aborderait les violences sexuelles d'une façon particulière? C'est parce que ce sont des traumas, à mon sens, qui ne touchent pas une sphère définie en particulier. Elle est, euh, elle est vraiment polytraumatique et il est absolument impossible de prime abord de savoir à quel point la personne que l'on reçoit est polytraumatisée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a autant de façons de vivre le traumatisme sexuel et la violence sexuelle qu'il y a d'individus. Il y a des personnes qui vont le gérer de façon très pragmatique et superficielle. C'est la meilleure façon de recevoir ce genre de trauma pour pouvoir avancer. Mais pour d'autres, ça se fait de façon insidieuse et ça vient euh, par capillarité, je dirais, s'immiscer dans d'autres souches traumatiques. Alors, je m'explique. Quand je parle de souches traumatiques, je pense qu'il y a différents états, différentes stations en fait, de stabilité émotionnelle et que, que certains traumas peuvent rentrer en infiltration avec d'autres traumas. Donc, c'est le cas des violences sexuelles. On le sait parce que, par exemple, des personnes qui ont subi de certaines violences sexuelles durant l'enfance euh, peuvent manifester des, des comportements ou des troubles que l'on peut mettre en lien directement avec la violence sexuelle, mais ce n'est pas forcément le cas. Parfois, il y a des manifestations psychosomatiques qui sont assez étranges, qu'on ne peut pas mettre en lien avec la violence sexuelle, et on a énormément de mal à remonter jusqu'à la source. Surtout si la personne a effacé, a mis en sourdine le trauma et elle ne peut même pas nous donner d'indications sur ce qu'elle a pu vivre dans l'enfance. Donc, du coup, on a vraiment plein de symptômes qui peuvent être rattachés à simplement une construction de la personnalité, mais qui peuvent aussi faire suite à un trauma sexuel. Par violence sexuelle, j'entends celles qui ont été subies et celles qui ont été données. Alors, je sais que c'est aussi un abord qui est assez peu exploité en thérapie émotionnelle. On a tendance à catégoriser les victimes et les bourreaux d'un côté et de l'autre. Euh, la violence sexuelle et le trauma de la violence sexuelle, à mon sens, pour l'accompagner maintenant depuis presque 20 ans, elle est traumatique dans les deux cas. Alors évidemment, on est moins tenté de s'apesantir et de se sentir touché par les émois d'un violeur qui ne serait pas très bien avec ce qu'il a produit. Néanmoins, ça découle d'un trauma chez lui et ça provoque d'autres traumas en lui. Euh, on ne peut qu'espérer que les personnes qui produisent des violences sexuelles euh, puissent aussi bénéficier de soins et d'un accompagnement, les considérant humainement, parce que considérer, euh, euh, considérer l'auteur de violence comme un monstre, ça le sort du champ de l'humain et on sait très mal soigner les monstres. On est plus habilité à traiter les êtres humains. C'est pourquoi que j'invite quand même à donner, à conserver l'humanité chez les auteurs de violences, qu'elles soient sexuelles ou non, pour qu'on puisse les traiter, les accompagner et faire en sorte d'avancer sur un chemin plus humain et plus constructif.
Voilà, donc ça, c'est ma vision particulière et j'entends tout à fait qu'on ne la partage pas. Euh, et d'autant moins partagée par les personnes qui ont elles-mêmes été victimes de violences sexuelles et qui ont besoin d'identifier un coupable et de le condamner. C'est aussi une projection d'identification et de mise à distance qui peut parfois être nécessaire, mais ne nous y trompons pas quand on est thérapeute et qu'on accompagne les violences sexuelles, que l'on ait été victime de violences sexuelles ou non. On est dans une posture de thérapeute et pas dans une posture où notre émotionnel doit changer notre regard sur ceux qu'on accompagne. Voilà, donc ça c'est juste un petit aparté pour que vous puissiez avoir une idée de mon regard sur l'accompagnement aux violences sexuelles, ce qui donne une richesse d'accompagnement vraiment à mon sens qui est vraiment très importante, euh, parce que les victimes qui sont accompagnées par un thérapeute qui peut comprendre et qui peut synthétiser le processus qui a conduit l'auteur des violences à produire ces violences sur la personne qui l'accompagne, nous permet d'avoir un angle de vue et un multiréférentiel qui nous permet de travailler encore plus efficacement. L'idée, c'est vraiment l'efficacité et non pas de catégoriser émotionnellement ou pas ce qui est pas gentil, ce qui est gentil, et ce qui est méchant, pas bien. Euh, on est là pour accompagner et faire en sorte que les gens sortent de la douleur, quelle que soit leur posture. Bon, voilà, donc ça, petit aparté, je mets de côté. Maintenant, je reviens pour les personnes qui nous ont rejoints. Donc, cette conférence concerne l'accompagnement aux violences sexuelles, avec un certain regard sur la décomposition du traumatisme. Euh, c'est quelque chose qui est abordé dans les formations EFT de base, mais qui n'a pas été approfondi. Et je l'ai particulièrement étudié, particulièrement exploré, parce que j'ai eu la chance d'avoir accompagné de très nombreuses victimes de violences sexuelles et ça m'a permis vraiment d'affiner ce travail-là en particulier. Dans le FT classique, mais vous comprendrez vite que c'est transposable à l'hypnose, euh, on considère l'abord de ces traumas profonds et multitraumatiques finalement euh, comme une série d'événements, comme si vous aviez un film en fait du trauma qui s'étend sur une ligne temporelle. Euh, alors jusque-là, on l'a toujours abordé sur une ligne temporelle avec un début et une fin très marqués, un début de traumatisme et un fin de traumatisme, une fin de traumatisme, et nous avons à accompagner et à envisager l'ensemble de ce bloc-là. En réalité, il me semble que le traumatisme, et en particulier le traumatisme sexuel, a une particularité, c'est la contamination temporelle. En tout cas, ce que moi j'appelle la contamination temporelle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu, vous-même en tant que thérapeute, eu accès à cette notion-là. La contamination temporelle, euh, ça serait un processus qui, encore une fois, par capillarité, ferait que une ambiance traumatique, un geste, une image, quelque chose qui est de l'ordre de l'inacceptable et qui est non accepté en fait par le système, pour essayer d'être digéré, traverserait les couches et notamment les couches temporelles. Je vais approfondir cette idée-là si ça vous paraît un peu flou pour l'instant. C'est-à-dire qu'un traumatisme sexuel, par exemple, qui aurait débuté à l'âge de 6 ans, on est sur un classique, en vacances chez un tonton pas clair. Le traumatisme en EFT classique commencerait déjà en amont du geste de violence sexuelle, c'est-à-dire qu'on recontextualise quand est-ce qu'est survenue cette violence sexuelle, quand est-ce que les premiers gestes, ambiance, atmosphère gênante ont commencé. On remonte un tout petit peu en amont, c'est-à-dire un peu comme si on regardait un film, vous savez, les films d'horreur où on a d'abord une super ambiance, tout le monde est en voiture, on s'apprête à aller en vacances et l'atmosphère commence à se plomber progressivement sans qu'on ait vraiment la matière de ce qui va se passer ensuite. Ça fonctionne exactement pareil dans un traumatisme, c'est-à-dire que cette ambiance-là de contexte est déjà
imprégné du trauma. Et c'est ce qui laisse penser que, et c'est ce qui laisse d'ailleurs deviner le début de l'imprégnation cette capillarité temporelle, c'est-à-dire que le fait qu'un enfant soit parti en vacances, qu'il soit avec sa petite sœur, qu'il ait emmené tel doudou, telle chose dans son sac, porte déjà la marque du trauma qui surviendra peut-être quelques heures ou quelques jours après. Et dans certains cas, cette capillarité remonte au-delà, pas seulement du contexte qui a permis le trauma, mais dans toute l'existence qui a permis l'émergence de cette situation. Donc, chez un enfant, ça peut remonter jusqu'à ses 3-4 ans, même jusqu'à sa naissance, c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment une capillarité temporelle extrêmement profonde. Là où cette notion-là est très importante, c'est qu'on a donc tendance en cabinet à aborder la violence sexuelle avec du point A au point B, et qu'évidemment, oui, on va mieux une fois que le trauma du point A au point B a été abordé et a été soit désensibilisé, soit digéré, en fonction des termes que vous accordez à cela. Mais c'est un peu comme le principe du champignon vénéneux, c'est-à-dire qu'il suffit d'un champignon vénéneux dans un panier de champignons sains et tous les champignons sont vénéneux. Donc on peut enlever le champignon pourri. S'il a été en contact trop longtemps et qu'il est d'une nature d'un poison particulièrement fluide, il risque d'avoir empoisonné les autres champignons. Et c'est la raison pour laquelle il faut garder dans un petit coin de sa tête, je pense, cette idée de contamination temporelle pour s'assurer que ce fichu champignon n'est pas allé contaminer les jolis petits champignons du reste de la forêt. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, je vais revenir à la décomposition du trauma. Donc, pour moi, c'est en EFT, mais je m'aperçois à quel point c'est important aussi pour les praticiens en hypnose d'avoir ce regard-là. En EFT, je ne sais pas, bon, alors pour ceux qui connaissent, ça va vous paraître un peu radoteur, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est important de faire le point. C'est une technique de tapping avec des formulations très spécifiques, c'est-à-dire qu'on identifie émotionnellement ou sensoriellement, extrêmement finement ce qui est ressenti. Par exemple, dans un trauma sexuel, ça pourrait être je me sens regardée par un monstre, ou je me sens sale, ou la lumière est éteinte, voilà. Rien que cette imprégnation émotionnelle, l'effet que ça produit sur l'accompagné, peut faire l'objet donc d'une série de tapotements. En EFT, on tapote sur plusieurs points. Alors, il y a plusieurs écoles, hein. Il y en a qui ont synthétisé en 4-5 points. 4-5 points. Moi, je suis vraiment de l'ancienne école et je tapote tout ce qu'il y a à tapoter. Mais enfin, je n'ai pas de jugement sur ceux qui ne tapotent que 4 ou 5 points. Ça fonctionne très bien aussi. Donc, on formule, on tapote et on évalue l'intensité de la réalité de cette affirmation. Par exemple, si la personne que vous accompagnez est particulièrement sensible et que vous voyez qu'il y a une labilité émotionnelle particulière, une réaction émotionnelle particulière à telle déclaration, par exemple, la porte de la chambre est fermée, vous voyez que c'est une phrase qui fait impact réellement, on va prendre le temps de tapoter en formulant la porte de la chambre est fermée jusqu'à ce que le ressenti émotionnel soit plus bas. Donc en EFT, on travaille avec une échelle, avec l'échelle SUD, hein, standard, c'est-à-dire d'évaluation de 0 à 10 sur l'intensité de l'émotion. Et l'idée, c'est que idéalement, on arrive à descendre jusqu'à 0. De façon à ce qu'on ait complètement supprimé le fameux champignon en question. Et on passe d'un bout à l'autre, du point habituellement A jusqu'au point B, à l'ensemble des émotions ou des images imprégnées émotionnellement jusqu'à ce qu'on ait tout désensibilisé. Donc ça se pratique de la façon suivante, en tout cas, soit ça se pratique de la façon suivante, soit ça se conceptualise de la façon suivante, c'est-à-dire que ça peut être aussi un processus intérieur pour vous en tant que thérapeute, de considérer le trauma comme une espèce d'événement qui s'étend sur un fil temporel,
de commencer à un point donné, celui que vous aurez pu identifier en tenant compte de la contamination temporelle possible, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de voir si, par exemple, il y a une émotion qui pourrait être en lien avec le trauma en remontant un petit peu en amont. Si vous voyez qu'il y a une imprégnation émotionnelle, ça peut valoir le coup de commencer au-delà du trauma à proprement parler. Bon, ça fera l'objet, c'est un vrai travail et c'est un véritable objet de formation, hein. Donc, pour ceux qui peuvent le conceptualiser naturellement, c'est super, mais ça peut vous amener à faire des recherches plus approfondies là-dessus. Donc, on commence par le point A qu'on a identifié, c'est-à-dire cette mise en ambiance du trauma, le début du film d'horreur, en gros, et on va venir fractionner, c'est-à-dire que plutôt que de laisser l'accompagner dans un récit ininterrompu, on va nous-mêmes l'interrompre. Ça peut paraître extrêmement frustrant et agaçant, et ça l'est, hein, c'est pas forcément agréable, mais ça a le mérite d'être extrêmement efficace. On fractionne, par exemple, la personne commence à vous raconter, elle contextualise son trauma, par exemple, je préparais mes valises avec mes parents, il y avait mon petit frère et ma petite sœur, hop, on l'arrête. Comment on se sent par rapport à ça? Déjà un malaise, ok. Le malaise se pose sur quoi? Comment est-ce qu'on pourrait formuler ce malaise? Euh, je suis déjà pas très bien à l'idée de partir en vacances avec mes parents. Ok, on va tapoter sur cette ligne-là. Ensuite, on reprend le discours une fois qu'on s'est assuré que la personne était bien. Et on va prendre point par point. Et c'est pour ça que c'est extrêmement laborieux, en particulier en EFT. Je vous avouerai que c'est quand même si on nous vend ça comme une technique assez rapide sur le traitement des traumas profonds, c'est laborieux. L'avantage, c'est que c'est efficace et qu'on n'a pas besoin d'y revenir 700 fois. Ça, c'est assez appréciable de ne pas avoir besoin de parler d'un trauma sexuel, notamment à chaque séance, à chaque fois qu'on voit son thérapeute. Une fois que c'est bouclé, c'est bouclé. Donc, on continue à dérouler le trauma morceau émotionnel par morceau émotionnel, jusqu'à monter dans la voiture, jusqu'à peut-être des images extérieures. Alors, je vous parle de voiture, j'espère bien sûr que vous comprenez, hein, que c'est métaphorique. Évidemment, vous pouvez transposer à n'importe quel trauma et n'importe quelle histoire. Je prends cette histoire-là parce que j'ai dû l'entendre peut-être 40 fois. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours le même film d'horreur chez les enfants victimes de traumas sexuels, mais c'est toujours les vacances chez papy ou chez tonton, enfin, avec toujours cette imprégnation dans la voiture, le trajet qui commence à sentir le cauchemar, en fait, alors que de façon assez étonnante, au moment du voyage, l'enfant n'était pas traumatisé par le voyage, même parce qu'il était même certainement très content de partir en vacances, mais dans son imprégnation du souvenir, ça a contaminé. Donc, ça, c'est une expérience que je vous invite à faire même pour vous-même, hein, c'est-à-dire d'aller explorer. On a tous hein, des traumas, malheureusement. Prenez n'importe lequel d'entre eux et regardez à quel point il a traversé et qu'il est venu raconter une autre histoire de quelque chose qui était vécu. Comme par exemple, quand on est petit, on est extrêmement content d'aller à l'école maternelle, vraiment très content de rencontrer des copains et des copines. Sur le moment, on est vraiment content. Et puis quand on le raconte 15 ans plus tard, c'est l'horreur, quoi. L'horreur de la séparation, l'horreur des gamins qui nous regardent de travers, l'horreur de ne pas se sentir à sa place. Euh, et, et peut-être que cela ne concerne qu'un petit trauma, le moment de la sieste où tout a basculé, où on s'est dit, mais moi, je ne veux pas être là, je veux retourner à la maison. Et qui a complètement imprégné le reste de l'expérience de l'entrée à l'école. Donc, regardez en vous, ça peut être assez intéressant de faire cette expérience-là, de voir l'empreinte de l'imprégnation temporelle. Euh, donc, j'en reviens à cette décomposition dont je vous faisais la narration juste avant. Donc, on décompose morceau par morceau. Il va y avoir, dans cette décomposition, des images anodines qui sont imprégnées. Je vous donne un exemple que j'ai eu dernièrement, enfin, il y a quelques semaines avec une patiente. Euh, les fleurs, c'était il y a quelques mois, les fleurs, dans le récit de son trauma, euh, portaient une empreinte épouvantable. Alors que c'était une petite fille qui aimait beaucoup les fleurs. Quand elle partait justement
qu'elle s'aventurait sur ce chemin vers le trauma. Elle se réjouissait des fleurs qu'il y avait sur son chemin, qu'elle voyait par la fenêtre de la voiture. Et depuis l'arrivée du printemps et de l'été, le fleurissement ramène, ravive le trauma qui a été vécu, qui est d'ordre d'un traumatisme sexuel. Donc des fleurs anodines, et pourtant elle n'a pas été violée avec des fleurs, elle n'a pas été battue avec des fleurs, il n'y avait pas de fleurs dans la pièce quand elle a été violentée par son agresseur. Il n'a pas été question de fleurs à aucun moment du trauma concret et défini, mais ça a imprégné jusqu'à l'innocence qui a été violée au-delà du trauma. C'est-à-dire que le regard qu'on pose sur des choses anodines, le contact avec un doudou, un sourire qu'on aurait pu avoir avec une inconnue avant de vivre un trauma, peut être imprégné du trauma. Donc ces images-là, qui d'apparence anodines peuvent être imprégnées, doivent absolument être considérées et mises en lumière. Le FT fonctionne de façon un petit peu différente de l'hypnose, dans le sens où il y a presque un peu une obsession de la conscience, de la conscience éveillée dans le FT, alors que dans l'hypnose, on peut, par transparence, aller jouer avec des notions et des matières qui ne sont pas forcément formulées de façon claire et précise. Néanmoins, ces choses-là peuvent transparaître même en hypnose, c'est-à-dire qu'il peut être important lorsqu'on aborde le trauma sexuel en hypnose, une fois qu'on a bien on a mis en place les protocoles qu'on a l'habitude d'utiliser, de la mise en sécurité, du lieu safe, de toutes ces choses-là, prendre le temps de ne pas, déjà de considérer ce qui pourrait être contaminé et de ne pas le mettre dans le lieu safe par mégarde, et de venir aussi désensibiliser, remettre en lumière, enfin travailler de la façon dont vous travaillez habituellement avec l'hypnose, certains détails qui pourraient avoir l'air totalement anodins, mais vous voyez qu'il y a une réactivité émotionnelle chez le patient. On est tous plus ou moins bien formés à détecter ces petites choses-là. Il y a je sais que certains praticiens en hypnose, dans les derniers que j'ai pu croiser, avaient été peu orientés sur les signes de l'habilité émotionnelle, les réactivités, les changements de tessiture de voix, de respiration, l'accélération des mouvements oculaires. Il y a quand même pas mal de signes qui nous montrent qu'il y a une réactivité émotionnelle, et c'est très, très important d'être attentif à ça. C'est un peu plus compliqué quand on travaille par téléconsultation. Je fais des téléconsultations et je travaille en hypnose en téléconsultation, et je ne peux me fier qu'à mon oreille et au rythme respiratoire et à l'ambiance du silence. Alors là, on est sur des micro-captations, mais c'est pour ça que c'est quand même plus pratique en règle générale d'avoir la personne sous les yeux, parce qu'il y a des réactivités qui sont vraiment infimes, extrêmement subtiles à détecter. Et si vous pouvez percevoir un de ces signaux à un endroit qui ne devrait pas porter de traces traumatiques, on peut l'intégrer au processus de réparation. Et en décomposant, ça nous permet d'avoir accès, c'est-à-dire que quand on voit un film se dérouler extrêmement rapidement, il y a plein de détails qui nous échappent quand on regarde un film, quel qu'il soit. Et si on prend le temps de cliquer image par image, on s'aperçoit qu'il y a des micro-détails. Déjà, il y a des messages subliminaux dans certains films, hein, et certains réalisateurs qui sont assez coquins pour mettre des petits messages entre les images. Et puis, il y a des choses extrêmement brèves qui passent. Vous savez, quand on a vu, vous avez tous un film préféré, un truc qu'on a revu 15 fois quand on était ado, qu'on connaît par cœur. Et on a fini par avoir des détails au bout du sixième visionnage qu'on n'avait pas capté avant. On se dit, mais c'est dingue, en fait. Depuis le début, on voyait que le tueur, il était là depuis le début, ou depuis le début, on voyait en fait que les jeux de rôle s'inversaient et on ne le captait pas, mais en décomposant par la conscience, image par image, ça finit par nous apparaître. C'est exactement pareil avec le souvenir, avec la cognition, c'est-à-dire que là où on fait l'erreur, c'est qu'on s'imagine qu'on n'a pas de jeu et qu'on n'a pas de pouvoir sur le déroulement temporel.
alors que si c'est une des facultés majeures et vraiment extraordinaires de l'être humain, c'est justement cette faculté assez dingue d'accélérer le temps, de le ralentir, de le décomposer. On a vraiment un équipement de scénaristes, de cinéastes, de caméramans qui est incroyable. On peut même, j'imagine que peut-être vous avez fait l'expérience par hypnose, changer de référentiel, changer de personnage, euh, alors qu'on vivait le personnage à l'intérieur de celui qu'on identifie comme étant soi, on peut changer de personnage et transposer le regard sur l'agresseur, les accompagnants, les personnes, les badauds, peu importe. Euh, donc le cerveau humain a cette faculté incroyable hein, de voyage temporel. Ça serait vraiment trop bête de ne pas l'utiliser pour la thérapie alors qu'on le fait pour se raconter des histoires, pour s'angoisser, pour s'imaginer ce qu'on aurait pu dire à notre collègue, comment on aurait pu faire, comment on aurait... euh, si on peut le faire pour se raconter des histoires dingues et se faire des nœuds au ventre, on peut le faire aussi pour la thérapie. Euh, donc voilà, cette histoire de contamination temporelle, elle me paraît primordiale. Les premières fois où j'avais fait des conférences sur ce sujet, sur le sujet du trauma sexuel, j'abordais très peu la contamination temporelle. Euh, Peut-être un peu par timidité. J'imaginais que, alors soit tout le monde le savait et que j'allais paraître un peu nigote d'aborder un sujet aussi bateau que tout le monde connaît, soit qu'on allait me prendre pour une dingue. Et bon, finalement, l'un dans l'autre, que j'ai l'air nigote et dingue, peu importe, finalement, cette idée de contamination temporelle, elle a un tel impact en thérapie que ça serait vraiment cruel de ne pas vous partager cette idée-là. Bon, même si ça peut paraître... Je dis un petit bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Euh, Vous prenez un peu sur le fil. J'espère que vous arriverez à suivre. Dans tous les cas, j'enregistre dans le cloud, donc vous pourrez réécouter depuis le début si vous en avez envie. Euh, donc voilà, cette décomposition du trauma, en particulier en EFT, mais vous l'aurez compris, on peut le faire aussi en hypnose, petit morceau par petit morceau, en s'arrêtant sur les sujets, des détails qui peuvent paraître anodins, pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination temporelle et qu'il n'y a pas de résidus traumatiques à cet endroit-là. Mais aussi, alors ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué de façon assez stupéfiante dans les récits de trauma sexuels. Euh, le détail qui normalement fait plier les genoux nous angoisse absolument, le fameux passage à l'acte terrible où normalement on tourne autour du pot pendant des heures avec nos patients, on ne les brusque pas, on attend que le truc soit dit, ben c'est pas forcément là qu'est l'épicentre traumatique. C'est-à-dire que l'acte violent du fameux tonton au moment où il passe à l'acte sexuellement, c'est pas forcément ça l'épicentre. C'est l'épicentre pour nous parce qu'on a une projection de ce qu'est le trauma et qu'on se raconte nous-mêmes des histoires sur ce que l'autre vit ou a vécu. Mais il est très très important d'être aussi attentif à la réactivité émotionnelle et au retour du patient ou de la personne qu'on accompagne. Euh, Parce que justement, ces choses-là, en particulier quand ça arrive sur des traumas enfantins, par exemple un passage à l'acte avec je ne sais pas, une vision sexuelle, peut ne pas être identifié par l'enfant. C'est-à-dire que les enfants vont avoir peur du noir, peuvent avoir peur d'une attitude agressive, d'une émotion qui n'est pas à sa place, d'un geste qui fait mal, qui fait peur, mais ils ne vont pas forcément identifier quelque chose qui, nous, en tant qu'adultes, nous apparaît évidemment traumatique. Ce n'est pas ça qu'ils vont identifier comme traumatique au moment où ils le vivent. Alors après, par imprégnation, tout est possible, mais c'est pour ça que j'invite à ne pas faire de généralité vraiment sur le trauma sexuel et ne surtout pas euh, mettre nos patients et les personnes qu'on accompagne dans une posture de on sait ce que vous avez vécu et c'est comme ça pour tout le monde, oui, c'est normal. Non, c'est pas comme ça pour tout le monde, c'est comme ça pour personne. Il y a autant de traumas sexuels qu'il y a d'individus et autant de façons de le décomposer et de l'accompagner. Euh, Également,
j'en reviens un petit peu à ce que je disais au tout début de la conférence sur mon regard particulier sur les agresseurs sexuels et leur accompagnement. Les personnes qui sont victimes de violences sexuelles peuvent aussi avoir une considération particulière pour leur agresseur, et il n'est pas forcément adapté de se dire, comme je peux l'entendre souvent, c'est lui qui a fait le mal, c'est un enfoiré, c'est ceci, c'est cela, c'est le méchant, c'était pas de ta faute, c'était lui qui a fait le mal, parce que dans l'imprégnation traumatique de la personne, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que ça peut être plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'on peut aimer profondément notre agresseur sexuel, on peut être en compassion avec notre agresseur sexuel, on peut être dans la confusion aussi du référentiel. Comme je vous disais, l'être humain est capable de changer de posture dans son imprégnation cognitive. Il peut se mettre à la place de son agresseur, il peut se mettre, avoir une position complètement méta, il peut avoir bougé en lui, et nous, on n'a pas la moindre idée de l'endroit dans lequel il se trouve dans son récit du trauma. Donc, ce n'est pas à nous de décider la façon dont on va traiter l'agresseur, s'il est nécessaire de le traiter d'une part, s'il est juste de le considérer de telle ou telle manière. Donc, c'est encore une fois là où j'invite à une véritable ouverture déconstruite, c'est-à-dire de l'idée qu'on se fait du mal et du bien. Ça n'empêche pas d'avoir votre propre structure morale et votre posture, hein. C'est-à-dire que je n'ai pas un kiff particulier pour les agresseurs sexuels. Seulement quand on a l'intention d'accompagner quelqu'un qui en est victime ou qui l'a produit, on est bien obligé de se mettre dans une posture de non-imprégnation. On ne va pas faire partie des champignons du panier, sinon c'est foutu, quoi. Euh, Comme à l'image de cette imprégnation du champignon empoisonné qui empoisonne tous les champignons du panier, si on se met en cohérence émotionnelle, si on se met complètement en phase émotionnelle avec notre patient, on fait partie du panier et on va se faire imprégner. On va, nous aussi, par capillarité, être modifié, se laisser traumatiser à des endroits et des zones qu'on n'imagine pas. C'est vraiment un poison insidieux. Euh, Donc vraiment attention à ça, attention au jugement, à la projection. Je sais que c'est super facile à dire, c'est même limite bateau, on dirait des espèces de phrases bateau de développement personnel, mais vraiment vraiment très gaffe à la projection au sens large du terme. Euh, Attention à l'idée qu'on se fait de la moralité, du bien et du mal, parce qu'il y a aussi des notions, notamment, alors ça c'est extrêmement tabou, et je suis vraiment toujours navrée de devoir heurter tout le monde avec ces trucs-là, les notions de plaisir pendant les violences sexuelles. C'est un truc que on sait et dont on ne sait pas quoi faire. Les gens sont vraiment très embêtés. Généralement, on se dit, bon, oui, ok, alors on met de côté, on verra ça plus tard, et puis on ne le voit jamais. Le fait que quelqu'un puisse avoir ressenti du plaisir pendant une agression sexuelle, puisse nourrir des fantasmes sur le principe de l'agression sexuelle alors qu'il en a été victime, c'est quelque chose de très fréquent. Pour la simple et bonne raison que notre cerveau, c'est une machine à trouver des solutions. Et par machine à trouver des solutions, il ne s'agit pas de trouver des solutions morales, il s'agit de trouver des solutions pour survivre coûte que coûte. Et survivre coûte que coûte, ça peut aussi vouloir dire récupérer le pouvoir à l'intérieur de l'agression sexuelle. Ne pas être dépossédé jusque dans son corps et jusque dans sa sensorialité. Ne pas être dépossédé jusque dans son imaginaire. Donc certains s'en servent pour reprendre le pouvoir de façon inconsciente, hein, bien sûr. Les gens ne font pas exprès de fantasmer sur l'agression sexuelle après avoir été agressés. C'est un processus également insidieux qui se fait malgré eux, dont ils ont extrêmement honte. Donc c'est un truc qu'il faut... alors, sans le... Voilà, on ne va pas dire... On ne va pas lancer le truc avec quelqu'un qui s'est fait agresser. Mais il faut laisser une ouverture, sous-entendre qu'on peut entendre qu'il peut y avoir un ressenti et une relation particulière à cette expérience qui soit difficile à entendre moralement et socialement. C'est possible. Et il faut que la personne le sache absolument. Et il faut que nous aussi, en tant que thérapeute, on le sache pour ne pas fuir quelque chose qui a vraiment besoin d'être abordé.
Euh, donc ça, c'était un point vraiment très, très important, cette notion de plaisir, de projection. Et encore une fois, je parlais de contamination temporelle tout à l'heure. Euh, la contamination temporelle se fait jusque dans le monde intérieur de la personne, dans toutes les sous-couches de sa personnalité. Et ça peut aller jusqu'à la construction de la personnalité, justement, jusqu'au monde fantasmagorique, jusqu'au monde des rêves. On n'a pas la moindre idée de jusqu'où ce poison a transpercé. C'est juste insidieux, invisible, et ça peut aller extrêmement profondément. Donc là où je vous parlais d'un processus, d'un phénomène d'autodéfense avec les fantasmes qui peuvent être nourris par la suite, suite à une agression sexuelle, ça peut être aussi un processus de contamination. Comment faire la différence? Est-ce que la personne est contaminée et qu'elle se sent violée jusque dans son monde intérieur, c'est-à-dire que des images d'une sexualité non consentie viennent s'intégrer à son subconscient et qu'elle n'arrive pas à le gérer et que malgré tout, il y a euh, pendant ces visualisations et ce ressenti fantasmagorique, il y a du plaisir qui peut être ressenti et qui est lui-même une atteinte traumatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout envie de kiffer en s'imaginant qu'on revit une violence sexuelle, et ni en le fantasmant. Personne ne, à moins d'être complètement tordu, mais enfin, généralement, ils ne viennent pas voir les thérapeutes. Dans ce cas, ils se débrouillent avec leur truc, mais à moins d'être tordu, personne n'a envie de ça. Donc, l'idée, ça va être de réussir à dissocier la contamination temporelle euh, de, du mécanisme de défense, et parfois ils ressemblent à s'y méprendre. Et ils peuvent même être confondus, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des espèces d'ambivalence comme ça dans l'être humain. Non, on n'est pas binaire. On est complexe. Le système cognitif et de digestion des émotions est d'une complexité qui, je crois, nous échappe encore, euh, et qu'il est complexe à la hauteur de la connaissance que l'on a de la réalité, de la temporalité, qui commence à être un petit peu questionnée de nos jours. Jusque-là, on pensait qu'il y avait une ligne temporelle. Maintenant, on s'aperçoit qu'il peut y avoir plusieurs lignes temporelles qu'on peut bouger à l'intérieur. Eh ben, c'est la même chose aussi dans l'horizontalité. Je ne sais pas si je suis très claire. Je vous laisserai poser des questions sur mon charabia en fin de conférence. Vous n'hésiterez pas à me confronter à mes aberrations de langage. Je suis tout oui. Voilà, donc je reprends. Je suis désolée si ça vous paraît dispersé. Dans ma tête, c'est extrêmement clair. J'essaie d'être le plus concise possible. Donc, on reprend cette décomposition du trauma point par point, notamment les points qui nous semblent pas forcément traumatiques, on les observe. Est-ce qu'il y a, par exemple, au moment où la personne décrit son trauma sexuel, je reprends une image moi, qui a été très forte dans un de mes accompagnements, une petite fille qui est dans sa chambre, la porte qui s'en trouve avec la lumière, qui glisse sur le parquet. Donc déjà, première intrusion sexuelle, la lumière dans l'obscurité qui rentre. C'est fou de se dire que la lumière puisse être le premier objet sexuel intrusif dans son trauma, mais c'est le cas parce qu'elle prend la peine de le détailler. C'est-à-dire, si ce n'est pas important, ça va passer à l'as quand on découpe comme ça, morceau par morceau. Euh, Exactement comme quand on découpe un film qu'on a revu 1000 fois, euh, des choses qui pourraient paraître importantes, finalement, ont très peu d'importance et sont complètement superficielles dans le récit. Donc, attention aussi à ça. Si, par exemple, la personne vous dit je vois l'arrêt de lumière sur le sol ou je garde mes yeux fixés sur mon nounours et je ne veux pas regarder la personne qui rentre dans la pièce, le nounours en question, cet échange de regards entre les dimensions là, avec le nounours, c'est un axe traumatique. Ce truc-là est imprégné et on ne doit pas le laisser passer. C'est-à-dire que même si on s'occupe du vilain tonton dans les minutes qui suivent, il faut absolument s'être occupé de cette histoire de nounours parce qu'il fait partie de l'histoire. Ça fait partie du décor du film d'horreur et on ne peut pas rassurer une petite fille ou un petit garçon euh, enlever le monstre et laisser le décor du film d'horreur autour, c'est pas possible en fait. C'est un ensemble. On continue à décomposer.
au-delà du trauma, c'est-à-dire au-delà du trauma à proprement parler de ce que nous, on identifie habituellement comme étant le trauma, c'est-à-dire l'acte d'intrusion ou l'acte, le- la déviance qui a été produite. Au-delà, c'est-à-dire comment se passe l'intériorité après, dans le vide, dans le rien qui suit. Est-ce qu'il y a là aussi des images? J'ai souvenir, moi, de personnes qui me témoignent regarder fixement le rideau bouger avec le vent toute la nuit et ne rien ressentir. Ni peur, ni mal, ni joie, ni rien. Juste être fixé sur le rideau qui bouge avec le vent toute la nuit et s'endormir d'épuisement jusqu'à ce que le soleil se lève. Ça peut avoir l'air anodin. Ce fichu rideau fait partie du trauma. Il est totalement imprégné et il est un des apparats de l'agresseur sexuel. Également le lendemain, la façon dont on communique avec les autres après une agression sexuelle, la façon dont on décide de se réapproprier le quotidien, les gestes anodins, le premier lavage de dents après une agression sexuelle, ça a l'air de rien, mais est-ce que ce truc-là est imprégné ou pas? Il y a des gens qui s'effondrent totalement à la reprise du quotidien, justement parce que l'imprégnation est allée jusque-là et on se dit merde, en fait, je ne suis plus en sécurité nulle part. C'est-à-dire que c'est pas seulement un lieu d'agression, c'est tout ce que je suis qui est contaminé par ce truc-là. Maintenant, je peux plus regarder un homme sans être imprégné par ce truc-là. Je peux plus entendre une respiration sans être imprégné par ce truc-là. Ça peut être euh, subtil, bien caché dans les recoins. Et c'est pour ça que cette décomposition temporelle, elle est vraiment géniale parce qu'elle nous permet vraiment de voir les lutins et les petits trucs cachés dans les recoins qu'on ne voit pas quand l'image se déroule à toute vitesse. Bon, ça, c'est pour l'accompagnement et la gestion du trauma en soi. Et évidemment, l'imprégnation temporelle, elle se fait en amont, mais elle se fait aussi après. C'est-à-dire que le temps, dans dans l'inconscient n'existe absolument pas. Il nous est utile que dans le conscient et dans la matérialité pour faire ce qu'on a à faire et, et déglutir après avoir bu pour qu'il y ait un ordre des choses qui soit à peu près cohérent. Mais dans le subconscient, ça n'a absolument aucun sens. La temporalité n'existe pas. Donc l'imprégnation et cette espèce de contamination temporelle peut se faire aussi après. C'est-à-dire qu'on peut continuer à être traumatisé par ce poison, même des années après. Euh, Tant que le champignon n'a pas été retiré du panier, de toute façon, il continue à distiller son poison, quoi. Euh, je fais à nouveau un aparté pour ceux qui accompagnent les personnes qui sont auteurs de violences sexuelles, euh, parce que justement, les traumas et aussi les perversités fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire que ça fonctionne aussi par capillarité et par imprégnation, et ils sont eux-mêmes souvent bien incapables de savoir jusqu'où ça s'étend et d'où ça démarre. Et si on veut les accompagner efficacement, il faut aussi avoir cette considération-là, euh, qu'ils peuvent avoir été déconstruits ou vrillés à partir d'un endroit que nous, on aurait du mal à identifier. Dire qu'on sait hein, que souvent, les personnes qui sont, je ne vais pas faire de généralité absolue parce que ce n'est pas toujours le cas. On a toujours des coquetteries de la nature qui arrivent et des gens qui arrivent à produire des choses comme ça sans qu'on ne sache d'où ça vient. Mais généralement, ils ont eux-mêmes été soit spectateurs, soit victimes, soit imprégnés par des violences sexuelles en amont. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui grandirait dans un climat où, je ne sais pas, un des parents est un agresseur sexuel, par capillarité, c'est-à-dire que l'ensemble de ce qui est vécu, son éducation, sa construction identitaire, va être subtilement imprégné de ce petit poison horrible sans qu'il ne puisse identifier d'où vient le truc. C'est-à-dire que le nombre de fois, alors, où, où j'ai accompagné des personnes qui avaient produit des agressions sexuelles et qui me disent qu'ils ont découvert bien plus tard
que leur père, leur oncle, leur grand-père avait lui-même été violent sexuellement et qu'il ne s'était pas fait pincer, simplement, personne ne l'avait jamais su. Ils sont toujours étonnés, ils disent, mais c'est quoi, c'est génétique ou quoi? Euh, alors, nous, on n'est pas généticien, peut-être, hein, qu'il y a une imprégnation, qu'il y a une imprégnation épigénétique de ce genre de comportement. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une transversalité, que ça soit, même si c'est génétique, c'est aussi cognitif et psycho-émotionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le corps et l'esprit ne sont pas aussi dissociés qu'ils ne semblent l'être. Donc, ils ont pu être imprégnés par une atmosphère, par des traumas déjà imprégnés par les autres. Alors ça, c'est encore un autre sujet qu'on pourra peut-être approfondir. Ça peut avoir l'air un peu ésotérique. Ça ne l'est pas tant que ça, déjà par les faits, hein, parce qu'on l'observe assez fréquemment, c'est-à-dire que des atmosphères non dites euh, qui sont suggérées, qui sont pues, mises sous silence, peuvent imprégner et modifier des aspects de la réalité. Je m'explique, c'est-à-dire par exemple des enfants qui grandiraient avec une mère qui aurait subi des violences sexuelles ou qui subirait des violences sexuelles, par exemple, sans eux-mêmes être confrontés directement à ces violences sexuelles. Rien que le fait que la maman soit en état de trauma en versant les cornflakes dans le bol le matin donnera une petite saveur bizarre aux cornflakes. Euh, on ne sait pas encore l'expliquer scientifiquement. Comment est-ce qu'il est possible que l'émotionnel puisse transparaître à ce point dans la matérialité? C'est encore quelque chose qui est à définir et à explorer scientifiquement. Euh, le fait est, c'est des témoignages qui reviennent tellement souvent qu'on ne peut pas en faire abstraction et qu'il faut les considérer. Et c'est quelque chose qui est assez fréquent justement avec les personnes qui sont à l'origine de violences sexuelles. C'est quelque chose dont ils témoignent assez souvent, qu'ils ne savaient pas et ils ont découvert plus tard qu'ils ne sont pas le seul ou la seule de leur lignée familiale ou de leur environnement à vivre des choses comme ça. Donc, cet accompagnement étape par étape peut aussi être étendu à la suite, prendre le temps de questionner aussi la suite de la vie, du quotidien, des choses anodines et d'essayer de voir s'il y a une trace d'imprégnation. L'idée, c'est d'être vigilant, euh, d'être un sniper, d'aller profondément, mais il ne faut pas non plus rentrer dans la parano et ni contaminer l'autre avec notre paranoïa, parce qu'il n'a vraiment pas besoin de ça. Il vient pour être aidé. Donc, si que nous, on soit paranoïaque en tant que thérapeute, c'est très bien. C'est notre job sur le moment. Après, il faut sortir de là, hein. C'est juste une paranoïa utile et ciblée, mais il faut absolument sortir de là et pas projeter ça sur l'autre. Il ne faut pas dire à son patient, vous êtes possiblement imprégné à des endroits que vous n'imaginez pas, parce que ça va ouvrir une brèche et qu'il va réussir à se contaminer à cet endroit-là, alors qu'il ne l'est pas forcément. Des gens qui ont des traumas extrêmement simples et qui sont restés à la surface, et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Si on peut gagner du temps avec des personnes qui ne sont pas profondément traumatisées, c'est super. Une séance de FT, une séance d'hypnose, c'est bouclé. Le monstre du placard a été jeté et c'est réglé, quoi. Donc, voilà, c'est pourquoi j'insiste toujours énormément, aussi bien dans les conférences que dans les formations, de faire super gaffe à la projection, à la puissance du mot. Il y a des choses qui sont très importantes à penser et à sniper, mais pas toujours à formuler. En particulier avec quelqu'un qui est déjà en état d'imprégnation et de réceptivité, c'est-à-dire que quand quelqu'un se présente à nous pour venir régler un trauma de cette nature-là, il est en appel au secours et toutes les écoutilles sont ouvertes. Même s'il est fermé, même s'il y a des endroits où il semble ne pas avoir accès à son souvenir, il est dans un état d'hyper-réceptivité parce qu'il a vraiment besoin d'aide. Donc tout ce qu'on va mettre à l'intérieur va cheminer. Donc on a une très grande responsabilité à cet endroit-là. Euh, ça, c'est important, cette notion-là est très importante parce que j'ai pu accompagner ces derniers mois des petites filles en particulier qui avaient vécu des violences sexuelles dans le sein de la famille. Et
on a pu les accompagner, voir la psychologue judiciaire. Il y a toujours un rendez-vous avec le psychologue judiciaire pendant les auditions, quand il y a un dépôt de plainte pour ce genre d'acte-là. J'ai été assez stupéfaite. Bon, je suis restée à ma place parce que je n'étais pas là pour ça, mais enfin, je me suis tue. Mais enfin, j'ai quand même vu par 4 fois de suite des psychologues judiciaires insinuer des traumas qui n'étaient pas là et complètement déstabiliser les gosses. C'est-à-dire réussir à prononcer des mots et à rajouter du poison dans le panier de champignons. Évidemment, je pense qu'il y avait un souci de bien faire et de ne pas laisser au hasard des traumas qui auraient pu ne pas être décelés. Néanmoins, j'ai vu la réactivité émotionnelle des gosses et j'ai vu que là, ils étaient en train de s'imprégner et non pas de chercher si ce truc-là était vraiment arrivé ou pas. Ils étaient en train d'absorber un mot, une image et une suggestion. Donc, et en particulier chez les enfants, ça c'est vraiment, c'est des machines à absorber. Il faut vraiment être très 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 vigilant, même si ça nous tambourine et qu'on a absolument envie pour les aider de savoir, il faut que ça vienne d'eux. Il faut absolument que le déroulé soit spontané. On peut ouvrir des champs, on peut proposer des milliers de possibilités pour que la parole se délie et qu'ils aient accès soit par une autre position, justement la position méta est géniale chez les enfants, on change, on sort du corps, on va ailleurs, on va dans un nounours, on va dans une poupée, on va dans un nuage, on regarde la scène d'un autre point de vue. Là, c'est génial pour sortir de cette imprégnation, mais on ne peut absolument pas suggérer ce que voit le nuage, la poupée ou le nounours. La question, est-ce que le monsieur a mis sa main là? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible de faire ça. La seule question possible, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé? Et est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient là en tête? Est-ce que tu as envie de me raconter une histoire, qu'elle soit vraie ou pas vraie? Est-ce que tu as imaginé quelque chose peut-être? Raconte-moi. Mais certainement pas, est-ce que ça s'est arrivé? Est-ce que le monsieur ou la dame a fait ça? Est-ce que toi tu as fait ça? Tu as fait ça parce que si, parce que ça? Non, c'est pas possible. J'insiste là-dessus parce que je l'ai vu 4 fois de suite avec des gens qui sont des professionnels et j'ai vu 4 fois de suite des gamins sidérés continuer à se faire violenter en fait à un endroit où ils avaient besoin un secours très très précieux. Donc si c'est possible avec les enfants, j'imagine que c'est possible avec les gens aussi qui ont une grande vibration émotionnelle. On a toujours des individus qui sont hypersensibles, qui sont encore très réactifs, des imprégnations, des types d'imprégnation émotionnelles qui sont enfantines. Il y a beaucoup d'adultes qui se présentent encore de cette façon-là. Il ne faut pas se fier non plus à l'apparence. Ce n'est pas parce que la personne parle bien, qu'elle est bien assise dans ses bottes, qu'elle semble avoir un discours cohérent, extrêmement carré, qu'elle n'est pas dans un système émotionnel enfantin et qu'elle n'est pas en état d'imprégnation. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais... Bon, évidemment, comme là, moi, je fais d'abord avec l'EFT, ce n'est pas forcément votre cas à tous, hein, d'être praticien EFT. On travaille toujours avec l'échelle sud. Il y a d'autres échelles qui sont géniales. J'en parlerai dans d'autres conférences, mais on vérifie toujours en fait que la désensibilisation est OK à tous les endroits avant de clore une séance. Si c'est trop long, ce qui est parfois le cas, des fois on se retrouve avec des traumas dont l'accompagnement dure des plombs, évidemment, même si la temporalité n'existe pas dans le subconscient, elle existe dans le cabinet et dans la gestion de la journée, donc on est bien obligé de découper tout ça. Il faut absolument faire en sorte que le tronçon qu'on a abordé soit désensibilisé. Il vaut mieux s'arrêter, par exemple, avant le récit du passage à l'acte et se dire qu'on a vraiment bien géré tout l'avant pour la séance suivante, plutôt que de rentrer dans le trauma à moitié et d'y aller un pied sur deux et de se dire on verra dans quel état on retrouve la personne la fois d'après. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur l'accompagnement du trauma sexuel. On pourrait en parler pendant des heures. On pourra le faire, hein. Je suis dispo pour quiconque a envie d'en parler pendant des heures. C'est un sujet qui est passionnant et qui mérite d'être approfondi.
il y a vraiment des lacunes, notamment et en particulier avec cette histoire d'imprégnation temporelle qui, je crois, est trop peu abordée, euh, aussi bien à la fac que quand on est hypnothérapeute ou praticien EFT. Le seul truc, c'est que quand on est praticien EFT, normalement, on a eu un petit accès à cette histoire d'imprégnation temporelle de fait, parce qu'avec la technique du film, ce que je viens de vous décrire, où on découpe petit morceau par morceau, ça s'appelle la technique du film en EFT. Mais donc là, on a une petite idée de l'imprégnation temporelle, mais elle est rarement abordée en profondeur et jusque dans les au-delà du trauma défini, quoi. Voilà. Euh, je vais, euh, je vais arrêter cet enregistrement et vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé. J'espère que j'étais assez claire. J'arrête l'enregistrement de la vidéo, mais je reste avec vous pour si vous voulez qu'on débriefe, si vous avez des questions à poser et qu'on fasse le point. Voilà, voilà.